Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui d'un marché en plein essor, anatomie du marché des obligations ESG. Nous en parlons avec Olivier de la Rousière, qui est à mes côtés en plateau. Olivier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes responsable des taux chez BNP Paribas Asset Management. On a 12 minutes pour expliquer le fonctionnement de ces... On a entendu le terme green bonds, social bonds. On pourra peut-être parler d'obligations ESG pour inclure toutes ces idées sociales ou vertes qu'on peut trouver derrière ces dettes ESG, ces obligations ESG. Et donc comprendre déjà comment ça fonctionne, la taille de ce marché aujourd'hui et ses perspectives. Et puis chez BNP Paribas Asset Management, comment on sélectionne justement ces obligations dans cet univers ESG. Comment ça fonctionne pour commencer, Olivier? Alors, les obligations ESG, oui. Et on peut commencer peut-être par le E, par les green bonds, effectivement, ces obligations vertes, qui sont d'abord des obligations. Donc, obligation, ça veut dire une dette qui est émise. Alors, c'est la différence entre actions et obligations. Les États se financent par les obligations. Donc, les États financent les projets verts de transition énergétique, entre autres. Donc, green bonds, des obligations dédiées à des projets de transition. Un tiers de ces projets à peu près sont sur les énergies renouvelables. Et on en entend beaucoup parler, mais elles existent depuis un moment. C'est la BEI qui avait lancé ses premières obligations en 2007, mais un marché en très très forte accélération en termes d'émissions. C'est à peu près 30% par an. De progression, de volume. Donc c'est vraiment énorme. Et alors, dès qu'on a les États, ça va très vite. Donc c'est pour ça. Et l'Union européenne montre l'exemple. On a un marché qui aujourd'hui, sans dire complètement mature, mais qui arrive à vraiment une taille où on offre de la diversification entre États et émetteurs privés, qui représente à peu près 1000 milliards d'euros. Sur ces 1000 milliards, c'est à peu près 60%, les États. Et ça, c'est la proportion normale dans un marché obligataire, j'ai envie de dire, hors ESG. On a à peu près cette proportion. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un marché mature, ou à peu près mature de ce point de vue-là. Très clairement. Pour être concret, le plan Next Generation EU, par exemple, est financé à travers ces obligations vertes, en l'occurrence, pour comprendre quel type de projets vont être financés derrière. C'est ça, Olivier? Excellent exemple. Voilà, des jumbo émissions d'un seul coup énormes, et c'est là qu'on voit l'appétit. C'est là qu'on voit l'appétit des investisseurs qui se tournent ou pas vers ces émissions vertes. Quand il y a des primes ou pas, c'est intéressant de voir aussi, on est investisseur obligataire sur du vert ou du non-vert, donc intéressant de voir d'un point de vue financier, mais d'abord extra-financier, c'est-à-dire que ce sont un marché qui a évolué en passant d'un marché de l'offre à un marché de la demande. Et on le voit sur des États ou des organismes supranationaux qui émettent, mais on le voit aussi surtout dans la diversification des secteurs émetteurs. On a des investisseurs, comme nous, qui poussent les secteurs à émettre. Le secteur du télécom, c'était peut-être pas le premier qu'on attendait. Et bien aujourd'hui, on voit l'ensemble des secteurs venir sur des green bonds. Si la demande là est en train d'accélérer la taille du marché, on peut imaginer, alors surtout que l'Europe est assez en avance, j'allais dire, sur ces questions-là, on peut imaginer que, je sais pas, un jour, le marché obligataire européen, celui des souverains, celui des corporates, sera un marché totalement, alors, green ou ESG, parce qu'il y a l'aspect social aussi, on a des social bonds comme on a des green bonds aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que je mentionnais même les primes pour voir, et c'est intéressant, je vais prendre cet exemple, et qu'on a vu évoluer au cours du temps. Au début, il y avait une prime à aller vers du green, on cherchait à inciter les investisseurs. C'est pour ça que je dis un marché de demande. Un marché d'offres, après on a vu peu d'émissions et très recherchées. Donc on a vu des émissions green qui étaient très chères. Et maintenant, sur un certain nombre de secteurs ou d'émetteurs qui émettent beaucoup de green, ces obligations sont au final à peu près au même prix. J'ai envie de dire, on voit l'évolution, ça devient... Voilà, le prix a été révélé, ça y est. Exactement. L'équilibre offre-demande permet d'avoir le prix le plus juste. Des États comme l'Allemagne permettent de passer, pour une même obligation, ils appellent ça des twin bonds, de passer de l'une à l'autre. On a une optionnalité pour passer d'un green à un non-green. Donc ça commence à vraiment se mélanger. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'authenticité, de la sincérité du financement des projets à travers ces dettes obligataires, Olivier? Parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt, justement, pour l'investisseur qui cherche de l'impact. C'est de pouvoir aller vérifier, j'allais dire presque mois après mois ou année après année, en tout cas, le financement des projets et la réalité des projets financés. Voilà, je crois que j'ai été clair, je suis un gérant, j'aime bien, il y a de l'offre et de la demande, il y a un marché. Maintenant, il y a plus que ça, il y a des différences d'approche et des différences d'analyse.
Donc là, on voit beaucoup d'investisseurs sur les green bonds, mais pas tous avec les mêmes moyens en termes d'analyse. Nous, on a une équipe d'analystes dédiée, extra-financiers. On a vraiment des spécialistes des green bonds au sein de cette équipe. On a nos critères pour valider le côté green. Donc il y a des projets, il y a des bonds qui sont affichés green. Pour autant, on va être extrêmement sélectif. Et je dirais que le premier critère de sélectivité, c'est la stratégie, la cohérence de la stratégie. Entre, c'est un green bond, très bien, c'est une bonne chose, c'est un bon départ, mais dans le secteur, pour cet émetteur, est-ce que c'est cohérent la stratégie de cet émetteur, parce que ce sont des bonds, hein, on a des émetteurs. Est-ce que c'est cohérent? Et ça, pour nous, c'est le premier critère. Et c'est, au final, nous, on exclut à peu près 20% de ce qui est disponible. Et une bonne partie de ces 20%, c'est déjà rien que sur ce premier critère. La cohérence. Et ensuite, on a bien sûr un certain nombre de critères, j'ai envie purs, par rapport au projet. Et là, peut-être plus que la photo, c'est la dynamique. Ouais. On cherche non pas à sanctionner en ne validant pas le projet, mais au contraire à accompagner quand c'est cohérent avec la stratégie et à voir au moment de l'émission, mais surtout à voir dans le temps. On va refaire cette photo 1 an plus tard, refaire cette photo 2 ans plus tard. Si c'est pas cohérent, on ne valide pas, on va désinvestir. On va perdre le côté, chez nous, du label vert, label green. Voilà. Et bien sûr, on décline, j'ai envie de dire, ses convictions, soit dans un fonds spécialisé, on a un fonds qui ne fait que du green, donc vraiment concentré, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait plus d'1 milliard d'euros, il est très diversifié, plus de 200 titres. Ça, c'est bien. Mais c'est surtout une stratégie qu'on applique dans l'ensemble de nos investissements obligataires, où on a, pour nous, en interne, une prime en interne pour que les gérants obligataires soient incités à aller sur du green plutôt que sur du non-green. Oui, donc ces rendez-vous, c'est tous les ans, on va faire le point avec l'émetteur pour voir ce qui a été financé, ce qui sera financé, ce qui reste à financer, ce qui sera financé demain. En termes de... Alors, je parle aux gérants, là, bien sûr, Olivier, en termes de rendement, parce que sur le marché obligataire, on est quand même généralement guidé par une logique de rendement. Si les obligations ESG, ont une prime justement environnementale, green en l'occurrence, quand on essaye de faire du bien à la planète, ça mérite une prime. Ça veut dire que la dette est un peu plus chère en termes de prix, et donc la corrélation inverse veut qu'il y ait un peu moins de rendement peut-être pour l'investisseur obligataire. Est-ce que c'est une équivalence? Est-ce que c'est une équation qui fonctionne, ou est-ce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe? Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, c'est clair que quand on réduit l'univers, en tout cas en termes d'obligataires, si on enlève quelque part les mauvais élèves, on va aller sur la meilleure qualité, et souvent, c'est synonyme d'un taux plus bas. Une prime de risque moins forte, un taux plus bas. Alors, votre raisonnement est tout à fait juste, mais j'ai envie de dire, heureusement, il y a la dynamique qui sauve. C'est-à-dire qu'on va effectivement financer des projets, on va financer des émetteurs qui sont cohérents par rapport à ces projets, et en les accompagnant, le calcul que l'on fait, c'est que toute cette stratégie va fonctionner, que l'émetteur va y gagner dans sa stratégie, va y gagner dans sa stratégie verte aussi, et que quelque part, son financement va être accompagné par plus d'investisseurs, et son taux de financement va baisser. Donc comme on le sait, dans l'obligataire, le taux qui baisse, le prix qui monte, pour moi qui ai déjà investi, on y gagne, mais dans la dynamique. Quand on prend la photo telle qu'elle, oui, on se prive d'une prime de rendement, mais qui est pour des projets moins Ouais, je comprends. Il y a des secteurs en particulier qui sont très en avance, très émetteurs aujourd'hui de green bonds par rapport à d'autres sur ce marché? Justement, c'est la bonne nouvelle, c'est que non, plus maintenant. Alors les États, je l'ai dit, écrasent, mais au sein des corporates, on a vraiment tous les secteurs. Je disais jusqu'aux télécoms, on a eu beaucoup de utilities, évidemment, qui voulaient se donner une bonne image par rapport à leur mauvaise image de base dans l'environnemental. Et on voit qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont cohérentes. Au début, il y avait des choses très peu cohérentes par rapport au secteur, et on voit qu'on accompagne. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que sur des secteurs qui cherchaient à prouver, eh bien on voit déjà, parce que ça fait maintenant quelques années qu'on a du recul par rapport à cette dynamique, ça fonctionne. Quand vous dites stratégie cohérente, c'est-à-dire qu'on est à un moment, enfin au départ, on avait des émetteurs qui émettaient du vert parce qu'il fallait émettre du vert, mais qui finalement n'avaient pas les projets stratégiques à financer avec le montant, le résultat de ces au-delà des projets, c'est peut-être le reste de leur activité. Le projet lui-même, de manière très isolée, était tout à fait... oui, pertinent. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Voilà. Mais dans la cohérence stratégique de l'entreprise, ça pouvait dissonner un petit peu. C'est plus le cas aujourd'hui. J'avais une question aussi.
Est-ce qu'on est sur de la dette obligataire qui est forcément de moyen, voire de long, voire de très long terme, pour financer des projets justement au long cours sur plusieurs années? Est-ce qu'on peut trouver des dettes de très court terme qui permettent de financer des choses très immédiates? Parce qu'on a toute la gamme, là, c'est important pour un investisseur obligataire, est-ce qu'on a toute la gamme en termes d'échéance, de maturité, ou est-ce que c'est très concentré sur des parties longues, par exemple? Oui, c'est vrai que là, on pourrait un peu mieux faire, peut-être, sur le marché. Je veux dire qu'il y a un biais naturel sur le green. On a parlé du E, peut-être que je pourrais dire un mot du S. Et on voit des décalages d'horizon. Ces projets green, ils sont à long terme. Et c'est vrai, donc ces obligations sont souvent associées à ces projets à long terme, donc des maturités longues. Donc, j'ai envie de dire, une grande majorité, 5 ans au-delà, voire 10 ans et au-delà. Donc, cet univers de green bonds a une maturité assez longue. Voilà, on le sait, sur les taux, c'est important, la courbe des taux, vous avez parlé de rendement, donc c'est bien, il y a des taux un peu plus hauts en étant un peu plus longs. Mais vous embarquez un risque un peu plus important. Mais on embarque un risque de taux, vous connaissez bien la banque centrale, le risque de taux, donc on se retrouve dans ces problématiques de duration longue. Voilà, c'est quelque chose à bien identifier quand on investit sur les green bonds, qui n'est pas la même chose sur les social bonds. Ah. Voilà, social bonds, permettez, la transition. Social bond, un marché beaucoup plus récent, ça fait que quelques années, mais qui accélère très fort. Malheureusement, il accélère dans le cadre du Covid, parce que les social bonds sont pareil, des obligations associées à des projets très bien identifiés, qui sont plutôt dans l'emploi, le logement ou la santé. Et dans l'emploi, ces social bonds, on a vu, ont bien sûr entièrement financé le chômage partiel dans le cadre de la crise du Covid. Donc là aussi, un boost pour ce marché, c'est très bien, 400 milliards d'euros en quelques années, donc ça va très vite. Et là, pour le coup, des projets de plus court terme. Donc on retrouve des maturités intermédiaires. Donc après, c'est bien. On va pouvoir composer ces briques. Je disais, je me plains un peu des maturités longues parce qu'il y a du risque de taux, mais on a le S qui est venu quelque part compléter ça sur des maturités intermédiaires. Mais ça veut dire, pour conclure, Olivier, voilà, et l'Europe, vous le confirmez, est en avance. Enfin, le marché obligataire, oui, je vois même de plus d'un coup d'avance de ce point de vue-là. Oui, et je ne veux pas m'en féliciter, mais on voit les États-Unis qui stagnent, qui n'arrivent pas à enclencher cette dynamique-là. Et donc, vous avez tout, en tant qu'investisseur gérant chez BNP Paribas Asset Management, vous avez de quoi faire votre marché, de construire vos stratégies, les stratégies qui vous paraissent justement avoir le meilleur couple rendement-risque. Je reviens à l'aspect purement financier. Parce que l'extra-financier, c'est bien, mais on n'oublie pas quand même que c'est des métiers de financiers. Vous avez tout devant vous pour construire les stratégies les plus adaptées et les plus pertinentes du point de vue d'un couple risque-rendement. Oui, exactement, et on utilise tout le spectre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais là, on a parlé des social bonds en tant que tels. Et pareil, on est sélectif. Il y a à peu près 20% des social bonds qu'on enlève. Pareil, le rapport un an plus tard, on y revient. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec notre équipe d'analystes extra-financiers, on ne se limite pas aux social bonds. On va étudier la partie S de tous les corporates et favoriser cela. Et puis autre chose qu'on fait depuis longtemps, parce que tout ça, on dit que c'est très nouveau, l'investissement solidaire. Depuis 2004, on investit dans du solidaire, la microfinance, dans un certain nombre de nos fonds, dans l'épargne salariale notamment. Donc ça aussi, dans un fonds social bond qu'on vient de lancer, on utilise toute la palette. Merci beaucoup Olivier d'être venu nous éclairer donc sur ce marché de plus en plus large, de plus en plus vaste des obligations ESG au sens large. Olivier de la Rousière, responsable des taux chez BNP Paribas Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.